Bonsoir et bienvenue dans Spordis, votre magazine qui traite de l'actualité sportive du département. Encore pas mal de choses, hein, même si cette fin de saison est quasiment là. Richard, beaucoup de choses tout de même encore ce week-end dont on va bien sûr parler ce soir avec vous. Et notamment donc du hand ce soir avec bien sûr ce tournoi qui aura lieu donc ce week-end qui a déjà commencé, mais la grosse rencontre aura lieu donc ce samedi. Et pour donc en parler donc de cette Air Caraïbes Cup tournoi Didier Dinard, nous avons donc le plaisir de recevoir donc Timmy Petit qui est donc avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Et donc nous recevons également Didier Dinard qui est donc avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. L'homme aux 379 sélections. Est-ce que vous pouvez le préciser? Oui. Bon, si d'accord. Merci. Nous serons également en compagnie de Joël Jacota, pas encore arrivé, mais qui sera là donc tout à l'heure avec nous, bien sûr, pour représenter la Ligue de hand, puisque sur ce gros week-end, il y aura également les finales jeunes qui seront donc proposées en amont de ce tournoi. Donc vraiment un beau plateau hand ce samedi au niveau donc de Basse-Terre. Donc restez avec nous, vous en saurez beaucoup plus. Richard, bien sûr, bonsoir. Je ne vous ai pas encore dit bonsoir, j'ai déjà dit beaucoup de choses. Oui, mais bonsoir. Je sais que le bonsoir va venir. Eh oui. Oui, bonsoir, j'ai envie de dire Séverine, bonsoir. Et oui, et donc il n'y a pas que du hand ce soir au programme, on va parler foot avec bien sûr une équipe assez spéciale. Oui, une équipe assez spéciale qui remporte la Coupe SEM patrimoniale chez les garçons et chez les dames. Alors, pour la circonstance, nous recevons précisément Chloé Miat, qui est la capitaine de ce club mythique que le Sporting. Bonsoir. Bonsoir. Sporting de Bémaro, Sporting Club de Bémaro. C'est ça. Et puis son président, qui n'est autre que Teddy Fléau. Bonsoir, Teddy. Bonsoir, vice-président. Monsieur, oui, d'accord. Le président Maxime Lefebvre est un peu empêché ces temps-ci. Il a un problème au bras, mais je suis... Mais qui est constamment sur le terrain, comme le président. Comme le président. Voilà. Bienvenue dans cette émission. Voilà, donc le décor est planté pour ce soir et donc on va se lancer tout de suite, Richard. Et donc, comme je disais en début d'émission, donc le tournoi Didier Dinard qui a débuté donc hier soir, Richard, avec une première rencontre entre donc la sélection de la Guadeloupe et les joueurs du pôle. Oui. Et donc c'était à Basse-Terre et vous y étiez pour bien sûr pouvoir suivre cet événement. Pour suivre cet événement, il y avait, c'est vrai, du spectacle. Ça, c'est le moins que l'on puisse dire. Et puis, qui s'est déroulé à Capesterre-Bello, précisément, au gymnase Marianne. Voilà. Et il y avait du spectacle, ça c'est vrai, entre ces deux formations. Au terme de cette rencontre, ce qu'il faut retenir, c'est le maître mot, c'est la joie, en quelque sorte, de tous ceux qui ont participé à cette compétition. Je vous propose de regarder ce reportage. On a vu une très belle équipe du Pôle Espoir ce soir, qui ont pu remporter aisément. Après, la sélection antillaise, c'est quand même, on sait très bien que quand c'est une sélection, les joueurs n'ont pas les habitudes et la finesse de jeu. Pour autant, il y a de très bons joueurs qui évoluent dans cette équipe, on va dire, sélection antillaise. Et donc, le Pôle Espoir, avec ses habitudes et bien sûr ses qualités, puisqu'ils sont quand même vainqueurs de l'IHF Trophy. Donc, c'était un très très beau spectacle et puis le public est au rendez-vous. Vraiment, c'est une belle génération des garçons qui n'arrêtent pas de confirmer leur bonne forme et des bons résultats. Donc c'est vrai que c'est un groupe à qui on a rajouté Diane et Rohan, qui n'étaient pas là avec eux pour le Mexique et pour Costa Rica parce qu'ils n'étaient pas plus libérés pour le club. Et franchement, ça s'est bien déroulé. C'est un groupe de copains qui aiment bien jouer ensemble. On met un peu en bas là-dedans et ça roule. Pour moi, il n'y a pas tant d'enjeu puisque bon, qu'on gagne ou pas, ce soir, Didier va mettre une équipe Dream Team en place de façon à ce que demain, tenir la Dragirote à Monténégro, puisqu'on sera aussi accompagné de deux joueurs martiniquais justement qui jouent en métropole. Voilà. Samedi, c'est aussi, on va dire, c'est un aboutissement par rapport à tout ce travail qui a été fait durant cette semaine. Ça va être une sélection globale de tout ce qu'on a pu voir aujourd'hui pour construire cette Dream Team Air Caraïbes. Donc cette Dream Team Air Caraïbes,
va affronter cette équipe du Monténégro et bien sûr essayer de faire au mieux et montrer le meilleur visage possible. Mais pour autant, nous avons quand même un entraînement la veille de match pour essayer de trouver quand même quelques affinités et repositionner tous les joueurs à leur poste. Ouais, c'est Doitier. Voilà. Mais là, par contre, là... Qui s'en fait plaisir. Ah oui, ah oui, oui, oui. Didier, tout est dit. Non, tout n'est jamais dit. Il y a toujours plein de choses à redire. Il y a des choses à dire, il y a des choses. Justement, vous disiez dans ce reportage que donc à l'issue de la rencontre, la sélection définitive va être faite. Donc du coup, je suppose que c'est le cas. Donc dans votre esprit, est-ce qu'il va y avoir des modifications? Est-ce qu'il y aurait éventuellement des jeunes au niveau du pôle qui pourraient intégrer cette sélection ou vous vous êtes déjà arrêté dessus? On s'est appuyé sur la sélection du pôle espoir. Ce matin, on a convoqué tous les jeunes du pôle espoir, plus certains de la sélection antillaise qu'il y avait. Et donc, à l'issue de l'entraînement, on a fait la sélection définitive, bien sûr, avec les renforts qui venaient de Martinique, pour pouvoir présenter une Dream Team compétitive demain face au Monténégro. Donc, la liste a été dévoilée cet après-midi à la Ligue, afin qu'on puisse au mieux se préparer, bien sûr. Et de toute façon, il n'y a pas de perdant ni de gagnant. L'idée, c'est d'emmener au match tout le monde. Mais bien sûr, tout le monde ne pourra pas être sur le banc. Donc ceux qui ne participeront pas à la rencontre seront derrière le banc ou en marge, mais bien sûr participeront à la fête. L'idée est quand même d'être sur un moment de partage global autour de la manifestation à Caraïbes Cup. On va dire que ça prend quand même une vraie grande dimension avec cette intégration des joueurs du pôle. C'est vraiment aussi une belle récompense pour ces jeunes qui travaillent, qui sont là, qui s'investissent aussi toute la saison. On sait que le hand a vraiment aussi un véritable engouement au niveau de la Guadeloupe. Ça se développe bien. Le pôle est vraiment super bien structuré. Il y a de belles choses qui se produisent au niveau du hand. Et c'est vrai qu'avec cet événement qui vient un peu clôturer cette saison, c'est un vrai rendez-vous et c'est aussi un vrai grand moment pour nos jeunes handballeurs. Oui, c'est un grand moment, c'est un moment de partage. Ça dure tout au long de la saison. Pour moi, la Air Caraïbes Cup, c'est tout au long de l'année. On voit des jeunes qui me contactent au long de la saison pour avoir des conseils, pour être parrainés sur certaines choses, pour avoir des accompagnements, des conseils d'une manière générale. Donc c'est vrai qu'en général, je finis ma saison et ma saison se termine après la Air Caraïbes Cup où je m'investis, on va dire, énormément puisque je suis vraiment au four et au moulin et vraiment à disposition de cette jeunesse guadeloupéenne parce qu'on est vraiment sur ce partage. Donc donner, que je dis souvent, je me répète, mais donner au handball, rendre au sport ce que le sport vous a donné, c'est faire ce genre d'événement et donner de sa personne et être altruiste d'une manière générale. Alors, Timmy Petit, moi je t'ai vu tout au long du match, je t'ai observé tout au long du match. Tu as eu l'occasion de donner plein de conseils à tes camarades. Cette confrontation, qu'est-ce qu'elle a de symbolique pour toi? Pour moi, c'est quelque chose qui est symbolique dans le sens où moi, j'étais comme eux, en fait. Oui. Je me suis retrouvé il y a quelques années de cela, il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. J'étais à leur place. Et je voyais les joueurs qui jouaient en métropole, qui étaient déjà pros avec des grands yeux. J'étais à l'écoute et à ce moment-là, je prenais ces conseils-là à plein cœur. Donc maintenant que je me retrouve dans cette situation-là, je me dois aussi de pouvoir... Didier dit de redonner ce que l'handball te donne. Et bien moi, c'est de redonner à Lille tout mon savoir de ce que j'ai appris là-bas, de pouvoir transmettre et que les mecs se sentent aussi... qu'ils puissent voir aussi que... Je suis quelqu'un comme eux en fait, on est des Antillais, on est des Caribéens et que je sors du même endroit qu'eux et que si je suis arrivé ici, eh ben, y en a plein qui peuvent le faire quoi. Il suffit d'avoir la recette, la bonne recette. Mais voilà, tout est possible, c'est une façon aussi pour moi de leur montrer ça quoi. Alors juste quelques précisions pour nos amis téléspectateurs qui te regardent en ce moment, qui regardent en quelque sorte cette émission. Parle-nous un petit peu de ton parcours. Eh ben moi j'ai commencé le handball à 7 ans, on va dire. Hein. J'ai commencé le handball vers 13-14 ans pour vous faire au cours. Ensuite j'ai intégré le club de Cap-Esther-Bello, donc une année ou deux. Ensuite je suis parti à la JTA, j'ai fait 2 ans là-bas et en même temps j'ai intégré le pôle espoir de la Guadeloupe. Il s'avère que lors de ma dernière année au pôle espoir, j'ai pas été gardé. Donc voilà, j'ai été out. J'ai été balayé. Mais j'avais qu'une seule envie, c'était de pouvoir devenir professionnel en fait. C'était un rêve de gosse. Et donc j'ai continué à me battre malgré tout
J'ai continué à travailler physiquement parce que j'étais quelqu'un d'assez fin. Et vient justement le Air Caraïbes Cup de Didier Dinard, qui donc en fin d'année, quoi. Et donc je suis sélectionné dans la sélection de Guadeloupe. Donc pour moi, c'est une grande surprise. Et moi, je me donne à fond parce que je sais que je joue contre des professionnels. Voilà, c'est un rêve, quoi. Et suite à ça, Didier, il a vu certaines choses que certains entraîneurs n'ont pas vues. Et c'est de là que tout commence pour moi. Je rentre par la petite porte à Nice. Et ensuite, Didier, il me fait comprendre que maintenant, c'est à toi de faire le taf, c'est à toi de travailler. Moi, je t'ai donné un petit truc. Et maintenant, c'est à toi de faire tes armes. Et voilà, maintenant, je suis fier du petit parcours que j'ai pu déjà faire jusque-là. Mais c'est très important ce que tu viens de dire, parce que c'est vrai, quand on quitte comme ça un club amateur, et qu'on arrive dans un club professionnel, c'est une autre dimension, un autre regard. Alors, quel conseil que tu aimerais donner justement à un jeune qui voudrait peut-être se lancer dans une carrière professionnelle? Vous savez, on dit beaucoup le travail, mais dans le travail, il y a beaucoup de choses. Vous savez, nous, on est des Caribéens, on est des bons vivants. Et c'est vrai que quand on arrive là-bas, forcément, on est peut-être assez jeune. On a entre 16 et 20 ans et puis on n'a plus maman et papa, on n'a plus la famille pour nous recadrer. Donc c'est facile de partir en vrille. Mais il faut savoir que dans le mot travail, il y a aussi, moi j'appuie beaucoup sur le mot persévérance. Il faut savoir persévérer. C'est-à-dire que maintenant, les jeunes, si j'ai un conseil à leur donner, c'est que si tu te donnes une éthique de travail, c'est-à-dire le lundi, tu te dis que toute la semaine, tu te lèves à 6 h du matin, peu importe si tu as fait la bringue le dimanche soir ou le samedi, peu importe, tu te dois de te lever tous les jours à 6 h du matin. Et c'est ce qu'on a du mal à faire, nous, Caribéens, quand on arrive là-bas. Ça relève de la discipline. Voilà, c'est ça, c'est de la discipline. C'est-à-dire que le lundi, tu ne peux pas te permettre de travailler à fond. Le mardi, tu te dis, ah, là, je suis fatigué, vas-y, tranquille, je vais travailler à 10 h. Et puis le mercredi, tu te dis, vas-y, je prends off. Non, c'est pas ça. C'est tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et c'est des petits détails au haut niveau. Moi, j'ai appris au fil des années et des mois que c'est les petits détails qui font la différence à la fin. Et en fait, c'est ça, en fait, c'est ces petits détails-là. Comme disait Dinard, normalement, on doit arriver. C'est un bon exemple. Voilà. Et que son corps, c'est un outil de travail. Voilà. C'est vrai qu'on vous entend, Timmy Petit, on a l'impression que vous avez des années de pratique. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, quand on entend votre discours, on sent quand même qu'il y a une certaine maturité derrière. Mais vous êtes quand même tout jeune, hein, donc... Je n'ai que 22 ans. Hein. Voilà. J'ai 22 ans, je suis fier de mon âge, attention. Non, c'est juste que j'ai dû apprendre vite. Parce que je suis arrivé en France à 16-17 ans. Je suis passé du niveau amateur en France à un niveau professionnel, donc c'est-à-dire la D2. Donc je jouais avec des mecs qui avaient déjà plus de 15 ans de carrière, 20 ans, bref. Donc j'ai dû me mettre au niveau vite, j'ai dû apprendre vite et essayer de beaucoup travailler. Donc j'ai passé des moments très compliqués, hein, attention. Hein, la vie, c'est pas un fleuve tranquille. Hein. J'ai passé des moments très compliqués, mais voilà, j'ai pas lâché. Et je lâcherai pas parce que le chemin il est encore long, hein. Attention, il y a encore beaucoup de boulot. Il surveille. Il y a encore beaucoup de boulot derrière là. Même l'arrivée de... Et oui, donc Joël Jacota qui nous a rejoint. Joël, bonsoir. Bonsoir Canal 10, bonsoir à tous vos téléspectateurs, bonsoir au monde du handball, hein, Didier, Timmy, voilà, bonsoir à tous. C'est vrai que Didier Dinard, on va dire que c'est l'exemple de ce que peut apporter justement ce tournoi aux joueurs, c'est-à-dire leur ouvrir quand même certaines portes, peut-être avec une certaine facilité par votre biais. Et donc c'est une belle opportunité en tout cas, c'est un bon moyen, un moyen supplémentaire de permettre aux jeunes d'être détectés entre guillemets quand on sait que c'est vraiment compliqué parfois. Oui, donc c'est à moi ou c'est à Joël qu'on pose la question? Les deux. Que j'ai déjà un peu répondu à la question, mais ça serait bien d'avoir l'avis de Joël par rapport à tout ce que peut apporter ce tournoi, avec le développement que fait la Ligue, et peut-être les attentes de la Ligue, que ce soit au niveau masculin ou féminin. Donc c'est pour ça que je posais la question. Joël. Alors, bon, c'est... Comment... Alors, moi, Didier, je le connais depuis pas mal d'années. Hein. 92, il était gamin. Donc, lui aussi, il a suivi un chemin intéressant. Hein. Il est parti de la Guadeloupe en 93. À partir de cela, il a fait que monter. Et il a su rester en haut. Hein. Donc, c'est pareil. Hein. Aujourd'hui,
il a mis en place un tournoi, la Air Caraïbes Cup, avec des partenaires, en l'occurrence, bon, sans faire de publicité, mais à la Air Caraïbes, et aujourd'hui, il emmène depuis sa 3e édition un handball, je ne dirais pas différent du nôtre, mais un handball où les gens ont une pratique intense. Comme a dit Timmy, on s'entraîne dans une journée 3 fois. Quand on est professionnel, 3 fois, le matin, le midi, le soir, et des fois même la 4e séance, la séance peut-être vidéo. Donc, quand on sort de chez nous avec 3 entraînements semaine, où on essaie de faire un entraînement et demi pour essayer de tricher, et qu'on arrive là-bas, on doit savoir ce qu'on veut. On doit savoir ce qu'on veut. Moi, je l'inculque à tous les... Timmy, je l'ai vu, aujourd'hui il rigole, mais il était renfermé, il était petit garçon, hein. Mais aujourd'hui, il s'est développé. Et quand on le voit aujourd'hui, bon, moi je suis fier quand je le vois lui, quand je vois les autres gamins qui sont venus hier jouer. C'est une fierté. Moi, j'étais à Paris dernièrement sur les finalités des Ligues ultramarines. On a vu tous les gamins qui partent de chez nous venir au match, venir regarder, se ressourcer de voir les gens qui viennent de la Guadeloupe. C'est intéressant. Maintenant, comme je dis, hein, quand on décide de partir là-bas, il faut savoir ce qu'on veut. Point. Il n'y a pas à se dire que je vais faire 4 jours et 3 jours pour moi. Non, c'est tous les jours, et même les jours fériés. Donc, le haut niveau, c'est ça. Et comme il a dit Timis, la chose la plus importante, ce sont que les détails qui vont faire la différence. Que les détails. Donc, quand on voit des gamins en Guadeloupe qui arrivent à faire, par exemple, sur 3 gros tournois, aller au Mexique, aller aux Interpol et après ça aller au Costa Rica et faire une compétition de ce niveau-là, et vous prouvent 3 mois après, ils viennent là faire un petit match. Donc on voit qu'ils en ont envie. Maintenant, c'est à eux de savoir, et à Didier, s'il le peut. Hein, Didier ne va pas prendre tous les gamins, parce que l'élite, elle est difficile, hein, elle est compliquée, l'élite. Hein. Donc il faudra qu'on prenne les bons gamins, et il y en a, hein, je peux vous dire, hier soir. Il était timide aussi en 93. Vous ne connaissez pas qui était Didier Dina. Moi, je l'ai connu en 93. Devant toi. Ah bon. Devant toi. Mais moi, je ne vais pas divulguer ce qu'il a fait. Oui. Mais je sais que c'était un gamin. Voilà. Et je peux vous dire ça. Hein. Didier a changé énormément quand il a été en métropole. Il a changé énormément. Moi, je l'ai fait venir en Guadeloupe à 2 reprises pour être parrain des playoffs. Une année seule. C'était 2002, je crois, 2003, et une année avec Jackson, il est revenu au pays, il était content. Sa maman avait dit à l'époque, enfin, on reconnaît mon fils. Moi, j'ai fait ça parce que c'était un Guadeloupéen, un petit gars. Aujourd'hui, il fait la même chose. Chaque année qu'il vient dans son affaire, il trouve des gamins, et de bons gamins, comme vous avez par exemple Dylan Garin qui joue à Dunkerque au haut niveau, qui est en train de fricoter aux portes de l'équipe de France. Comme vous avez des gamins comme ça, on se dit que le petit handball de Guadeloupe fonctionne. Le petit handball de Guadeloupe fonctionne, et justement, accolé à cet événement, vous avez su donc greffer justement toutes ces finalités jeunes. Donc ça va vraiment être un grand rendez-vous handball demain. Demain à partir de 11h. On a 5 finales, moins de 12 mix. Après ça, moins de 14 garçons et filles et moins de 16 garçons et filles. Il y a 5 finales entre 10h et 17h30, 18h. Donc, et après ça, 20h, le match de la folie entre le Monténégro et la Dream Team Antilles de M. Dinard. Donc, je pense que ça va être une fin de saison magnifique. Alors, justement, le Monténégro, pourquoi cette équipe ? Le Monténégro, faut prendre l'historique. On a quand même la chance d'avoir reçu 6 équipes nationales dans le département, ce qu'aucun département, je pense, n'a fait. Faire champion du monde contre champion olympique, quand on reçoit le Danemark et la France, puis on reçoit le champion des Jeux panaméricains, qui est l'Argentine, qui jouait la qualification et qui est venu se préparer en Guadeloupe pour se qualifier pour les Jeux olympiques, les derniers Jeux olympiques, et le champion d'Afrique 2018, qui est en la personne de la Tunisie.
Et donc là, le Monténégro joue aussi le jeu. C'est une équipe, c'est une nation qui joue des championnats d'Europe, des championnats du monde. C'est une équipe de qualité. Donc, tout simplement, on est dans un turnover. Et ils ont aussi un entraîneur qui est champion du monde, champion olympique, qui s'appelle Vlado Sola, contre qui je jouais mes finales à l'époque contre la Croatie. Donc c'est dire qu'il y a de la qualité en face. C'est une équipe qui vient se préparer sérieusement. Ils s'entraînent 2 fois par jour et ils sont dans une semaine internationale digne de ce nom, comme toutes les équipes internationales le font. Et donc on a aussi la chance de pouvoir les mettre dans de bonnes conditions et ils acceptent aussi cette invitation. On est aussi dans un échange, on va dire, de découverte. C'est aussi un moment pour faire découvrir la Guadeloupe. Voilà. La Guadeloupe, il y a un côté, on va dire, touristique, entre parenthèses, découverte de l'île, où est la Guadeloupe, d'où vient Didier Dinard, d'où viennent ces ultramarins, et il y a l'aspect sportif et, on va dire, sérieux de la compétition, parce qu'on n'est pas non plus là pour rigoler, parce qu'il y a aussi le sérieux à prendre pour ces jeunes, et il y a le sérieux de ces équipes internationales qui nous respectent et qui acceptent aussi notre invitation. Donc voilà le pourquoi du Monténégro, et ça, il y aura aussi d'autres nations, voire d'autres clubs dans une prochaine formule, pourquoi pas. Et l'intérêt reste toujours pour cette jeunesse guadeloupéenne et pour qu'il y ait plus de talent en les parrainant et en étant de bons ambassadeurs. Avant de parler justement de l'édition 2024, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils étaient là. Ils étaient au gymnase de Capesterre. Je parlais de cette équipe de Monténégro, hyper motivée. Très motivé. On s'est dit que certainement le spectacle sera assuré demain soir au gymnase. On sent déjà la pression monter sur Timmy Petit, non, ça se voit. Non. Non, pas de pression. Non, c'est que du plaisir. Après, c'est sûr que c'est une équipe qui se prépare, donc ils sont, on va dire, plus sérieux. Maintenant, on va jouer le jeu aussi et on va essayer de faire un beau spectacle parce que les gens ils payent quand même pour venir voir un bon match. C'est quand même un retour aux sources pour certains aussi, donc on a envie de donner du bon spectacle. Donc, mais bon, pas de pression en tout cas pour moi, ça va. Je voulais juste te poser une question quand même à Teddy Fléau, parce que lui aussi c'est un passionné de hand. Et quel est justement ton regard par rapport à cette discipline? Par rapport à cette discipline, je trouve que cette discipline est bien implantée, se développe bien. Toutes ces actions sont des actions positives pour le développement du handball par rapport à la jeunesse. D'accoler les finalités jeunes par rapport à un événement comme ça, c'est un acte fort. Donc il y a de quoi, il y a de la place pour tout le monde. Et le handball guadeloupéen, à travers Didier et à travers bien d'autres, est un sport chez nous sur lequel nos jeunes peuvent cranter et espérer atteindre le haut niveau. Et l'organisation de la Ligue de handball montre qu'ils sont en train de mettre les choses en place avec des partenaires, avec des anciens champions, des futurs champions, mettre en place tout ce qu'il faut pour que l'ensemble de cette discipline se développe comme d'autres disciplines et que le sport en Guadeloupe, terre de champions, puisse être toujours au top niveau. Chloé, si ce n'était pas le foot, ce serait peut-être de l'hand, non? Peut-être le basket. D'accord. C'est bien Chloé. On est fâchés. Moi j'apprécie. J'ai horreur des gens oisifs. Voilà. Que tu fasses du foot, de la natation, de l'équitage, peu importe, tu fais un sport, tu t'occupes, tu défends les couleurs de ton pays, bravo. Moi c'est le handball que j'ai choisi, donc voilà. Mais j'ai quand même un diplôme d'entraîneur de basket aussi, à l'époque. Si j'ai un besoin, je vais. Ah non, mais bon, maintenant tu penses? Non, je suis plus déjà sur Mais on n'est jamais la sur sortie. Ça fait 92. D'accord. On est en 2001. Ça fait quoi? Il y a encore de la place, Joël, il y a encore de la place. Et 30 ans à l'intérieur. C'est pas 30 ans en train de surfer sur la vague, hein, 30 ans à l'intérieur. Donc moi j'ai fait le maximum pour le handball, pour les jeunes, surtout pour les jeunes. Aujourd'hui j'entraîne encore une équipe de jeunes. Demain on va disputer encore la finale du championnat face à une équipe de la JSA. J'entraîne les jeunes de la ZUP de Bémao. Donc c'est un plaisir avec Emmanuel et moi de chaque année de trouver des gamines, de les mettre au niveau et d'aller défendre notre titre. On a gagné la coupe, là maintenant on va essayer de faire le doublé avec le championnat. Donc voilà. Mais c'est pas chose facile, hein.
il faut toutes les semaines se remettre en question, toutes les semaines trouver un moyen que nos gamines soient intéressantes et intéressées, et à partir de cela, bon voilà. Donc demain... Vous avez aussi la chance d'avoir du coup Didier Dinard qui s'investit oui, réellement moi j'ai toujours dit, Guadeloupe. et il y a un moment, il a commencé, il n'y a que 3 ans à Aircraft Cup, mais je pense que Didier devait être dans ça depuis fort longtemps, parce que c'était quelqu'un qui avait des qualités, quelqu'un qui avait... il sortait d'un bon club de handball en Guadeloupe, le Guadeloupe Université Club, donc il avait des qualités, on se voyait des fois en métropole, je dis bravo à lui. Aujourd'hui, il continue, ce qu'il a entamé, donc il continue. Je suppose encore qu'il va avoir une édition 2004. Sous quelle forme, je ne sais pas, mais bon, il va toujours trouver un moyen, parce que je pense aussi qu'il a une équipe avec lui, qui travaille sur ça, qui pense, et voilà. Avec d'ici quelques instants. C'est ça. Dernière question, parce que vous devez partir, vous ne serez pas là en deuxième partie d'émission. Donc, dernière question à Didier Dinard avant la pub. Donc, justement, prochaine édition, vous avez déjà réfléchi. C'est important que ça bouge tout le temps pour vraiment rendre attractif et que ça reste vraiment un concept, on va dire, novateur. Oui, on était parti sur une Dream Team à l'époque pour affronter la jeunesse antillaise. Mais après, on a aussi fait des sélections. Là, on a mis une sélection face à une Dream Team qui devait être sélectionnée après une demi-finale. Pourquoi pas, dans l'avenir, inviter des clubs qui vont s'investir sur un développement plus large sur le territoire et qu'on fasse un travail vraiment profond au sein des clubs. Pourquoi pas? Donc, on essaie toujours de ne pas être figé, justement, pour innover. Et bien sûr, c'est aussi à la demande de nos partenaires. Qui ont aussi des besoins, et puis il y a beaucoup de développement à faire au-delà du sport, des choses plus intéressantes. Voilà, donc le sport est un vecteur de communication, donc on essaie aussi de profiter de tout cela, et surtout insuffler quelque chose de positif aux jeunes d'une manière générale, et le sport et tout ce qu'on peut essayer de faire pour le développement, tout simplement. Très bien, merci en tout cas à vous. C'est l'heure de la pub. Je vous propose bien sûr de rester avec nous et on se retrouve tout à l'heure pour la deuxième partie de Sport 10. Nous sommes de retour sur le plateau de Sport 10, deuxième partie avec donc nos invités du Sporting, Richard et puis Joël Jacota qui est également avec nous, avec qui bien sûr on reviendra sur ces finalités de jeunes et sur un petit mot sur ce championnat, sur cette saison de hand. Et qui prend des connaissances des dernières nouvelles qui sont tombées sur son portable. Les dernières nouvelles. Les news fraîches. Alors, le Sporting, c'est vrai que je disais justement une saison parfaite, en tout cas pour ce club, du côté de Bemao, le Sporting Club de Bemao, comme son nom l'indique. Alors, vous remportez la Coupe SEM patrimoniale, tant chez les garçons que chez les femmes. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de dire, Teddy? Bravo. Bravo. Non, bravo. Moi, je dirais surtout félicitations aux joueuses qui sont les dernières. D'abord, est-ce que vous vous attendiez à un tel résultat? Alors, est-ce qu'on s'attendait à un tel résultat? C'est-à-dire que dans la progression du Sporting aujourd'hui, chez les filles, chez les garçons, seniors, on s'attendait à faire, chez les filles en tout cas, de très bons résultats. Chez les garçons, on s'est sauvé l'année dernière de justesse, mais on a fait en sorte que cette année, on soit plus à l'aise en termes d'effectifs. Et c'est vrai que en regardant pour les coupes, c'est facile, il faut regarder juste les tableaux. On s'est donné, des objectifs d'arriver au bout de ces compétitions, vu le tableau qui nous était présenté, puisque on se sentait en mesure d'arriver au bout de la Coupe de France Zone Guadeloupe et de jouer le 7e tour, et d'aller en finale de la Coupe SEM patrimoniale au vu du tableau qui nous était présenté. Ce qu'on a réussi à faire, mais ce n'était pas des objectifs de début de saison. L'objectif, c'était le maintien, et il est atteint. Et puis, vous avez fait venir justement au sein de votre formation Michael Germain, un apport, je crois, très important pour vous en tant qu'éducateur. Un apport, fondamental dans le projet dans lequel nous sommes aujourd'hui. Michael est avec nous, il avait déjà été avec nous. Oui. Donc Michael, on le connaît, il a été entraîneur des gardiens au Sporting, à l'époque où Maurice Castries avait l'équipe.
Et donc, nous, on le connaissait déjà. Moi, personnellement, je le connais depuis la fac. On n'en parlera pas. Mais voilà, donc Michael, aujourd'hui, a intégré le Sporting et fait partie du projet. Et je l'espère, il est là pour un petit moment, puisqu'on a de belles ambitions pour le Sporting Club de Memao. Alors, vous parlez souvent de projet. C'est quoi ce projet, le projet du Sporting? Alors, le Sporting a des projets clubs tous les 3 ans et qui évoluent en fonction de l'évolution de la structure. Et là, aujourd'hui, nous sommes sur un projet, après avoir atteint l'élite, chez les filles, chez les garçons et dans d'autres disciplines, nous sommes sur un projet de jouer les troubles faits, si vous voulez, le haut de tableau dans nos compétitions, en tout cas en senior garçon. Donc ça, c'est le projet dans les 2-3 ans à venir. On s'est maintenu. Donc maintenant, il faut aller jouer dans la cour, entre guillemets, des grands, et donc avoir sa place là-dedans au niveau du haut de pavé de notre élite régionale. Et ça passe par quoi? Ça passe, j'imagine, par des recrutements très intéressants. Oui, alors ça, c'est le plus important. Ça passe d'abord par une bonne stabilisation du club. Aujourd'hui, on a un club de plus de 400 licenciés, le plus gros club de Guadeloupe. Donc, il faut d'abord stabiliser administrativement, financièrement. Il faut aussi stabiliser en termes de fidélité. Proposer des infrastructures potables pour que les licenciés puissent exercer leur activité. Mettre les bénévoles en condition de pouvoir donner envie aux jeunes de pratiquer leur sport, mettre des gens à compétence en termes d'éducateurs pour arriver à la performance. Et après, oui, on met les ingrédients, donc attirer de nouveaux joueurs, mais parce qu'on aura mis tout ça en place, les joueurs viendront, parce que le club est intéressant, parce qu'il a une perspective, parce qu'il a un projet, comme vous dites, et puis avoir de la communication aux alentours, autour de tout ça pour attirer des partenaires, pour nous aider à développer ce projet. Et alors le Sporting, c'est combien de licenciés en ce moment? Aujourd'hui, 400 licenciés. 400 licenciés. On a bien passé la période Covid, donc ça nous a aidés. Ça nous a permis de sortir de notre zone de confort et de fidéliser nos licenciés sur d'autres aspects, de montrer aussi nos qualités en termes d'organisation pour faire face à tout ce qu'il y avait pendant la crise sanitaire, de pouvoir maintenir les gens en activité et puis les dirigeants concentrés avec des réunions à distance. On a mis des choses en place, ce qui fait qu'aujourd'hui on en tire les bénéfices puisqu'on n'a pas diminué en termes de licenciés. Lorsque les restrictions sanitaires se sont arrêtées, on a eu un retour plus massif de nos licenciés et on a mis en place aussi une organisation en termes d'image avec des jeunes, avec un ballon, avec une identité club qu'on essaie de donner à nos plus petits jusqu'aux plus grands, qui fait qu'aujourd'hui, on est à 400 licenciés et on commence à devoir, parce qu'il faut avoir les encadrants pour pouvoir encadrer toutes ces personnes. Donc, je pense qu'on est arrivé à un plafond et on va s'arrêter là pour l'instant. Alors, Chloé, toi, c'est un sacré parcours pour toi dans ta carrière. Tu as commencé justement avec l'AS Moreau, c'était en 2016. Donc tu es resté jusqu'à 2017. Après 2017, tu es passé avec l'équipe de Monalo qui a pour nom le Vénus, de 2017 à 2020. Et depuis, tu es avec le Sporting. Voilà. Capitaine, désormais capitaine de ce club. Vice-capitaine. Vice-capitaine. Capitaine n'étant pas là, c'est moi qui l'a... Ouais, c'est toi qui as le boissard. Voilà. Oui, d'accord. Mais le foot, qu'est-ce que ça représente pour toi? C'est toute ma vie. Franchement, c'est toute ma vie. Je fais du foot depuis que j'ai 7 ans avec des cousins. Et c'est toute ma vie, franchement. Et voilà. Et ça s'est ressenti lors de la finale d'ailleurs, on va voir quelques images justement, lors de cette compétition lors de cette finale précisément. Et là, on a vu comment tu t'adressais à tes collègues. Tu étais tout le temps en train de les motiver. Oui, je me dois de le faire. Je me dois de le faire, capitaine ou pas. Je me dois de le faire parce que je suis l'une des plus âgées du club. Et on sait très bien, surtout quand on prend un but, on se dit tout de suite c'est fini, c'est bon, on a perdu. Et là, il faut remotiver l'équipe. Et puis la preuve en est, on a pu égaliser. Et puis voilà.
est-ce que dans ton âme et conscience, est-ce que tu fais le constat en disant que le foot féminin est en train de prendre un peu son envol? Ah oui, oui. La preuve, la coupe SEM patrimoniale. Avant, il n'y avait pas ça pour les filles, c'était uniquement pour les garçons, coupe de Guadeloupe ou. Il y a une nouvelle coupe qui va arriver l'année prochaine, je dis. Oui. Tout à fait. C'est laquelle? C'est je ne sais pas si les filles sont au courant, mais la coupe de... Voilà, la Coupe Vive. Il y a la Coupe Vive qui est arrivée cette année. C'est-à-dire que quand on parle de l'année prochaine, alors la Coupe Vive est arrivée cette année, en fin d'année, pour le champion de cette année qui est parti en Martinique. C'était l'AS Anonyme, et qui a joué en Martinique contre le champion de la Guyane et le champion de la Martinique, et une entente de club de Saint-Martin. Donc ça a commencé. Donc il y aura la Coupe Vive 2024 pour le champion 2024, mais on a surtout obtenu que les filles aux Antilles puissent participer à la Coupe de France. C'est ce qui est important. Alors, évidemment, quand on parle du foot féminin, on doit penser évidemment à la sélection. Par exemple, est-ce que toi, tu es quelquefois... Oui, tu es souvent sélectionnée. Souvent. Je ne vais pas dire ça comme ça, mais je suis sélectionnée. Oui. J'ai la chance d'être sélectionnée. Et c'est vrai que ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir qu'on travaille, on s'entraîne, et puis à la clé, on va défendre la Guadeloupe, les couleurs de la Guadeloupe dans divers îles. Parce que pays, on ne va pas dire ça, mais des îles. Alors, il y a eu la CONCACAF. Il y a eu la CONCACAF, et il y a encore la CONCACAF. C'est vrai que les scores ont été assez sévères, mais bon... Mais ça donne de l'expérience. Ça donne de l'expérience parce qu'on affronte vraiment des pros et semi-pros. Et nous, en étant amateurs, c'est vrai que le niveau est clairement différent, mais ça donne une certaine expérience et ça nous pousse à travailler davantage et nous dire qu'en fait, il faut qu'on travaille plus en Guadeloupe pour pouvoir essayer de rivaliser avec ces nations. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on dit chez les hommes également, à savoir qu'il faut qu'il y ait plus de confrontation à l'extérieur pour permettre justement ce développement de la discipline. C'est vrai que c'est important, on le voit, que cette volonté en tout cas de la Ligue de vraiment mettre le paquet entre guillemets pour accompagner le foot féminin, vraiment, on va dire, limiter cette différence entre hommes et femmes dans la pratique. Vous, vous disiez justement que vous êtes expérimenté, vous êtes là depuis un moment. C'est aussi une récompense de se dire que finalement, après tant d'années où justement on a travaillé, là on se rend compte que on est considéré, et que tous ces sacrifices n'ont pas été vains finalement, et qu'aujourd'hui vous avez une juste récompense de ce travail, et puis que les générations aussi à venir. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Parce que là les filles commencent depuis plus petites. Parce que moi j'ai commencé en club, j'étais grande. Et là ça fait plaisir de voir que les filles commencent, elles ont 6 ans comme les garçons. Et ça donne cette expérience, ce truc en plus, et voilà. Vous parliez tout à l'heure de vos 400 adhérents, vos 400 licenciés. Est-ce que, justement, il y a quand même un équilibre entre filles et garçons, ou est-ce que c'est encore majoritairement des garçons qui sont parmi vos licenciés? Mais est-ce que ça a été aussi évident de pouvoir justement développer cet axe de foot féminin, même si on sait aussi qu'il y a des contraintes et des obligations. Mais est-ce que vous, en tant que club, vous avez aussi donc cette volonté de vous dire, on ne le fait pas juste par obligation. Derrière, on a vraiment aussi une vraie volonté pour accompagner le foot féminin? Alors, non, nous, au Sporting Club de Marot, c'est une volonté. C'est une réelle volonté de développer le football féminin, de laisser la place à la gente féminine dans le sport et donc dans le football, puisqu'au-delà des filles qui jouent sur le terrain, la moitié de notre conseil d'administration est composé de femmes. On en a 7 au conseil d'administration, sauf erreur de ma part, sur 15. On a créé cette section féminine en 2016. D'ailleurs, des joueuses qui ont participé à la finale sont à l'origine de cette section. Elles avaient 16-17 ans à l'époque. Elles ne savaient pas encore jouer, elles ont appris entre-temps. Le sporting, le féminin, sort de loin, et c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, elles peuvent être fières d'elles, parce qu'elles sortent vraiment de loin, de très 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 loin. Parce que début de leur compétition en Ligue,
Le première saison. Ouais, on va s'en rappeler. C'était 4 buts marqués, 150 encaissés, mais elles ont fait tous les matchs. Elles n'ont pas perdu à forfait. Et vous imaginez qu'il y a 3 ou 4 filles qui étaient dans ces équipes-là et qui aujourd'hui finissent championnes, gagnent la Coupe de la Guadeloupe, championne de Guadeloupe l'an dernier. Donc c'est vraiment un développement. Alors, et on sait qu'il faut renouveler. Donc nous aussi, on s'est mis, c'est pour ça que je dis que c'est une volonté, on a mis en place notre école de football féminine. D'ailleurs, la fédération nous a labellisé sur ce point-là. Nous sommes labellisés école de football féminine, en plus du label jeune que nous avons aussi sur les jeunes. Donc on a des petites qui sont là et qui prendront la relève des plus grandes, qui viennent, qui regardent. Voilà, donc on a des U16, on a des U13, on a maintenant même des U11 et des U9. Donc on veut que ça continue et on sait qu'il faut travailler ce sujet-là, les jeunes, pour que demain nous ayons les seniors chez nous et que ça puisse continuer à se développer. Et d'ailleurs, en ce sens, on a développé chez les garçons aussi en faisant du futsal, et chez les filles, on a fait la même chose. On a fait du futsal féminin aussi, et d'ailleurs, demain, c'est demain ? C'est demain. Demain, on joue le titre de championne de Guadeloupe, la finale à Petit Canal. Donc venez nombreux voir aussi encore nos filles sur cette finale du championnat contre la Jinga. Donc le football féminin au Sporting, c'est quelque chose d'ancré et qui va continuer. On a comme impression que vous êtes en train de faire un très grand parcours, un parcours assez élogieux, je dirais. Et quand on regarde l'autre équipe en face, à savoir l'USBM, ce n'est pas le même parcours. Non, l'Étoile. C'est l'Étoile ? Non, en face de la finale ou voisin de chez nous. Je parle de Bémao. De Bémao, d'accord, ok. Ah ben c'est pas mal, vas-y, l'USBM. L'USBM, j'ai pas compris la question. Non, c'est vrai, je disais, maintenant, désormais, quand on parle de foot du côté de Bémao, on pense plutôt au sporting, compte tenu d'ailleurs des résultats. Compte tenu des résultats. Après, je sais pas. Après, c'est une question je dirais, de choix. Le sporting le sporting veut mettre ses filles en valeur, parce que moi, je dis toujours, l'avenir du football, c'est les filles, c'est plus les garçons. Donc, le sporting met les filles en valeur. À l'USBM de faire pareil et puis de mettre les filles en valeur. Mais dans le prolongement de ma question, Teddy, moi ce que je voulais savoir, est-ce qu'il y a quand même une entente parfaite entre vous ? Est-ce que vous vous entendez très bien ? Entre le Sporting et l'USBM, oui, on a une entente de frères, cousins, on est sur le même territoire. On a 2 clubs, il y a d'autres communes où il y en a 3, 4. Donc il y a 2 clubs dans une commune comme Bémao à plus de 30 000 habitants. Il y a de la place, on va dire, il y a le club de la ville. Et entre guillemets, le club de la campagne, on est à Calvaire, on est au périphérique de la ville, on a le quartier Calvaire, Bragelonne, Convenance, voilà. Donc il y a vraiment de la place pour que les 2 clubs, d'ailleurs les 2 sont en régional 1 aujourd'hui, 2 clubs féminins, l'USBM s'est créé, la section féminine de l'USBM s'est créée après nous, donc elle est en phase, je pense, de développement et de progression. Donc, et c'est très bien pour les filles parce que ça permet d'avoir 2 clubs dans une même commune. Donc, les filles, si elles veulent avoir de l'activité, voilà, plus de filles donc, qui s'inscrivent au football. Et c'est parfait. Mais oui, mais on s'entend très bien avec l'USBM. D'ailleurs, on est très content qu'ils aient pu se sauver lors de matchs de barrage. Comme prévu, ils ont montré qu'ils avaient été supérieurs à l'équipe de Régional 2, donc ils ont totalement leur place en Régional 1, comme nous-mêmes. Donc on aura de beaux derbies puisque le championnat revient à la phase normale et on pourra jouer contre USBM 2 fois, aller-retour à Bémao. Parfait. On continue justement dans le foot et puis Richard, donc les Guada Boys et leur parcours pour cette Gold Cup justement. Oui, pour la Gold Cup, c'est vrai qu'ils ont passé les prelims en battant justement Guyana sur le score de 2-0. Maintenant, les choses deviennent un petit peu plus compliquées. Nous sommes partis justement du côté de Toronto, ça, c'est au Canada, pour rencontrer, qui c'est, bien le capitaine de cette équipe des Guada Boys, Michael Alphonse. Écoutez sa version. Michael Alphonse, bonsoir. L'objectif premier, c'était de passer les prélims. C'est fait. Vous êtes donc qualifié pour la Gold Cup. Vous êtes désormais à Toronto sur le sol canadien. Ouais, ça y est, on est arrivé depuis 2 jours maintenant. On a pu se reposer un petit peu du dernier match. Et ouais, non, c'est cool d'être ici. C'est l'objectif qu'on avait, c'est d'arriver au Canada pour pouvoir jouer ce premier match et rentrer dans la compétition le 27 juin. Donc on est plutôt satisfait et on prépare ça du mieux possible.
Le Canada, premier adversaire très costaud, dit-on. Est-ce que la tactique de jeu va changer ou alors le principe reste le même? Le principe reste le même dans un premier temps, oui, mais l'adversaire est supérieur, donc forcément il va falloir beaucoup de rigueur et de concentration pour essayer d'être le meilleur possible déjà contre cette équipe, pour essayer d'obtenir quelque chose, ce serait super, vraiment, je pense que ce serait même presque pas loin d'être historique contre le Canada, donc pour le coup non, on travaille sérieusement l'entraînement, le coach essaie de mettre pas mal de choses en place. Donc voilà, on continue notre préparation. Maintenant qu'on est là, on sait à quel point ça a été dur de participer à cette compétition encore cette année. Donc maintenant qu'on est là, c'est sûr que voilà, on va essayer de jouer nos chances à fond et d'obtenir des résultats pour passer ce step pour être en quart de finale. Teddy, qu'est-ce que vous avez envie de dire déjà? Déjà félicitations. Parce que la campagne de Ligue a été un peu plus compliquée. Là, on s'est qualifié en repêchage pour la Gold Cup pour la pas deuxième année consécutive, mais deuxième édition consécutive. Donc déjà, on est la Guadeloupe. Hein. On n'est pas un pays comme les autres. On n'est pas une nation, voilà. On n'est pas une nation. Et on n'a pas les moyens qu'ont ces États par rapport à ce que leur donne la FIFA au niveau de l'accompagnement pour le développement du football. Donc nous, on a des bases, on a nos caractéristiques propres et on arrive quand même avec ça à relever notre niveau et le défi d'être présent parmi les meilleures nations de la CONCACAF. Il y a 41 nations et on est là, on est à la Gold Cup. Donc on va jouer le coup à fond. Hein. Le Canada, c'est le Canada, c'est grand. Oui, ça fait des millions d'habitants, mais c'est le Canada. Donc la Guadeloupe, je pense, la dynamique est bien enclenchée. Et on va avoir de très beaux matchs. Les 3 matchs qui vont suivre, là, on va avoir de très beaux matchs. Et puis, on va jouer notre chance à fond. Et oui, on va jouer pleinement notre chance. Et Richard nous dira bien sûr tout, parce qu'il va suivre, bien sûr, le parcours du Guada Boys pour nous. Et 27 déjà. Ah ben voilà. Joël Jacota, un petit mot avant de se quitter. On va revenir sur le programme de demain, programme des rencontres, que je vous propose justement de voir à l'antenne. Cette programmation, cette belle programmation. Vous aussi, vous êtes dans un club Babemao? Oui, tout à fait. La jupe, Bon, pas de conflit, ça joue au même endroit. Il n'y a jamais eu de conflit. Mao, c'est une ville sportive, c'est une ville... il y a eu quelques petits conflits dernièrement qui a quand même pu générer des manques d'entraînement. Mais bon, vous savez, hein, le lien social existe dans la vie. Hein. Donc les gens, ils sont obligés de demander leur dû. Enfin bref. Mais disons que ça se passe bien même, il n'y a pas de souci. Depuis fort longtemps que nous sommes là, il y avait le club du Phoenix Handball avec qui on a fait la fusion avec le GUC. Ça a donné la ZUP, l'association sportive des universitaires du Phoenix, depuis 2006. Et depuis 2006, 16 années, ça marche bien. Très bien, donc, vous serez donc demain on est à Rivière des Pères, hein, au gymnase Didier Dinard. Hein. Alors le premier match est à 11h. Alors de mémoire, c'est Zayanla JSA en moins de 12 mix. Dans la foulée, il y aura encore le club de la JSA face à la ZUP de Bemao en moins de 14 féminin. En moins de 14 masculin, ce sera Zayanla opposé à la JSA. En moins de 16 masculins. Gauloise, oui, Gauloise. Ouais, surtout, ouais. Voilà. Donc, la GSA face à la Gauloise. En moins de 16 féminins, c'est la JTR face à l'Étoile de Mornalo. Et en moins de 16 masculins, c'est le Zayanla face à la GSA. Donc, la GSA a 4 représentants. C'est bien. C'est la jeunesse sportive des Abîmes, hein. C'est une ville qui travaille ses jeunes, c'est bien, c'est magnifique. Nous aussi à Bemao, sauf que cette année, bon, on n'a pas réussi à passer. Et donc voilà, donc entre 10h et 17h30, c'est match de jeunes, et à partir de 20h, la Dream Team Antilles face au Monténégro, à 20h, toujours au gymnase Didier Dinard. Voilà.
Donc, on va terminer notre saison en beauté. J'espère que le public sera au rendez-vous. Il y a eu pas mal de petits problèmes vis-à-vis de la météo qui disait qu'on aurait eu un cyclone. Bon, ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé. Donc, demain, je pense que tout le monde sera au rendez-vous à Basse-Terre pour ces rencontres de jeunes et cette rencontre de gala, ce match de gala. Très bien, voilà, on arrive en tout cas au terme de Sport 10. Juste avant de se quitter, sachez qu'il y aura également de l'athlétisme ce week-end avec donc la finale interrégionale de course et de concours à partir de 14h30 demain à Bémao, donc pour les catégories cadet à master. Et puis dimanche, il y aura également donc la fête des écoles donc d'athlètes, donc baby, éveil, poussin et poussine au stade des Abîmes à partir de 7h30. Voilà Richard, je pense qu'on a fait le tour. Oui, on a fait le tour. On a eu du hand, on a eu du foot, on a eu aussi d'autres disciplines. Mais voilà. Voilà. Donc nous, on se retrouve bien sûr lundi dans Challenge Sport 10 avec Pascal. Et puis nous, rendez-vous vendredi prochain. Vendredi prochain, toujours à la même heure, 19h. Voilà, donc passez un bon week-end sportif et puis on se retrouve lundi. Bonne soirée à vous. Bonsoir. Dr. Love.